Qui étudie à l'Université Laval, près de Québec, il trouve ça tellement difficile qu'il ne sort presque jamais. Il passe l'hiver cloîtré au campus. Bonjour, Martin Evrel. Ça va bien? La grande visite aujourd'hui pour Jean-Grégoire Djamo. Cet étudiant en marketing originaire du Cameroun habite Québec depuis septembre 2002. Et malgré tous les mois passés ici, il ne sait rien de l'hiver. Je le voyais seulement à travers les films. Je ne peux pas vous dire plus que ce que je vois sur la neige. Comme il étudie sur le campus, il s'est arrangé pour que tous ses déplacements se fassent au chaud. Et il vive les couloirs souterrains de l'Université Laval. En sortant de chez lui, une résidence universitaire, dans l'ascenseur, son premier réflexe est de presser sur le zéro. C'est presque automatique. Ah oui? Dès que j'arrive, c'est le sous-sol. Rendu là, toute la ville universitaire lui est accessible. On parle d'un véritable labyrinthe rejoignant tous les pavillons du campus. Au total, 5 kilomètres de couloirs colorés de graffitis et de messages de paix et de frustration sociale. Quand je suis ici, là, c'est pour aller chez moi. Là, c'est quand je vais aller faire mon épicerie. Et ici, c'est quand je vais au PEPS ou bien en faculté. Durant tout l'hiver, il sillonnera les couloirs du campus sans presque jamais mettre le nez dehors. Et il n'est pas le seul. Ses compatriotes sont aussi frileux que lui. Lui, il a été obligé de déménager de l'appartement où il était pour venir au campus. À cause du froid. Parce qu'à cause du froid? Ouais. Il connaît si bien les couloirs qu'il pourrait facilement devenir guide. Vous allez jusqu'au bout du couloir. Vous allez voir la première sortie, vous la prenez. Et puis vous retrouvez à la station d'autobus. Derrière madame. Au pavillon Alphonse Desjardins, il y a tout pour survivre. Épicerie, salon de coiffure, restaurant, bar, clinique médicale, librairie, banque. Il n'a qu'à faire le tour du jardin. Vous êtes quand même un sportif. Comment vous faites pour faire du sport sans aller à l'extérieur? Je suis un amateur de soccer. Je joue au soccer à l'intérieur. Donc pour aller faire du soccer, je passe par les couloirs jusqu'au PEPS. C'est justement en se rendant au PEPS qu'il se retrouve le plus près de l'hiver. En fait, il n'y a qu'une vitre qui le sépare de ce qu'il appelle la fin du monde. Mais après des kilomètres et des kilomètres de marche au chaud, nous lui avons quand même offert une petite balade motorisée. Alors, vous avez eu du luxe? Ouais. C'est pas tous les jours que j'ai cette chance. C'est la première fois. Ouais. Une des rares fois où vous risquez de rencontrer Jean-Grégoire à l'extérieur en hiver, c'est justement ici, lorsqu'il se rend au supermarché métro de l'autre côté de l'autoroute du Vallon. Mais il faut être très attentif puisque les 50 pieds qu'il doit franchir, il les franchit très rapidement. Martin Evrel, TVA, Québec. Cette grand-mère fait des pieds et des mains pour que son petit-fils ne revoie jamais son père meurtrier. Bébérama présente son super solde. Obtenez de 30 à 50 sur les vêtements, de 20 à 30 sur meubles pour enfants et juvéniles, et de gros rabais sur les modèles de plancher. Le dernier cri, Bébérama, boulevard des Récollets, Trois-Rivières. La douleur des dents sensibles est comme un boomerang. Elle peut revenir encore, et encore, et encore. Mais avec Sensodyne, on peut éviter ça. Aider à empêcher la douleur des dents sensibles de revenir. Avec Sensodyne, chaque jour. Maintenant avec le nouveau goût délicieux d'ultra fraîcheur. Juste pour vous, à la salle J. Antonio Thompson, en 2004, vous avez rendez-vous avec plusieurs humoristes. Peter McLeod, le samedi 27 mars. Qu'est-ce que ça veut dire? Dominique et Martin, le jeudi 1er avril. Suçons au citron! Réal Bélan, le vendredi 30 avril. Et Lise Dion, le mardi 1er et le mercredi 2 juin. Attends pas de suite, il a hâte de sortir. Réservez vite vos billets. Achat téléphonique 380-9797. Les préarrangements, c'est comme une assurance-vie ou un testament. C'est une formule toute simple pour régler à l'avance les détails de nos funérailles ou celles d'un proche. Les gens de J. Philibert et Fils nous ont permis de nous assurer que nos dernières volontés soient connues et respectées. On va pouvoir épargner à nos proches une bien lourde tâche. En plus d'être à l'abri de l'inflation, on peut avoir l'esprit en paix et profiter des choses essentielles de la vie. J. Philibert et Fils, une famille au service des familles. Bébérama présente son super solde. Obtenez de 30 à 50 sur les vêtements, de 20 à 30 sur meubles pour enfants et juvéniles, et de gros rabais sur les modèles de plancher. Le dernier cri, Bébérama, boulevard des Récollets, Trois-Rivières. On va en profiter pour le cœur.
Le petit garçon, la petite fille est encore dans ton ventre, puis pas ici, là. Non, excuse, Bernard. Non, gars, le bébé, il est vraiment là, crois-moi. Et voilà que commence... Il mangeait un méchant coup de pied. Un autre cauchemar d'amour. Papa! Maman! Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Je suis en train de virer fort! Cauchemar d'amour, ça continue dès février à TVA. Voici la réalité sur la télé. TVA est toujours numéro 1, 7 jours sur 7. Occupation Double a été l'émission de télé-réalité numéro 1. Salut Bonjour est numéro 1. L'information à TVA, à midi, 17h et 22h, est numéro 1. Nos téléromans, notre humour, notre cinéma sont numéro 1. Et nous sommes numéro 1 parce que vous faites partie du meilleur de la télé. Et le meilleur est à venir. Star Academy, Facteur de risque, Michel Richard, Cauchemar d'amour, Fortier. J'essaie de rester en dedans le plus possible. Qu'est-ce que vous faites sur le trottoir alors aujourd'hui? On n'a plus d'électricité à l'UQAM dans mon département, alors j'en ai profité pour aller à la caisse. Toujours moins 21, moins 22 du côté de Québec. En août 2002, un drame secouait des résidents de la rue Lévrard, c'est dans l'arrondissement de Saint-Léonard à Montréal. Johnny Diorio, 36 ans, qui refusait d'accepter une récente séparation, poignardait à mort son ex-conjointe. Elle avait 27 ans à l'époque. Elle s'appelait Stéphanie Ladouceur. Elle était la mère d'un petit enfant, un petit bébé. Après son crime, il avait écrit avec du sang sur le mur de l'appartement un message destiné à son enfant de 16 mois, un message qui disait « Pardonne-moi ». Il a ensuite tenté de mettre fin à ses jours en se poignardant à plusieurs reprises, mais il n'a pas réussi. Diorio a ensuite été déclaré coupable de meurtre non prémédité et s'est vu imposer une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans. Ça choque tout ça la mère de Stéphanie Ladouceur, Mme Vicky Roy. Elle ne veut plus que le père de son petit-fils voie son enfant lors de visites en prison. Elle lance donc une pétition pour que le gouvernement du Canada empêche les tueurs d'avoir des contacts avec leurs enfants. On trouve ça triste, mais on fait rien. On lit ça dans le journal. Oh mon Dieu, c'est effrayant. Un autre crime de genre. Mais on fait rien. Il faut faire quelque chose. Moi, là, ce que j'espère, c'est que ça fasse boule de neige. Moi, je veux commencer quelque chose. Si ça arrive à une autre famille, que cette famille-là fasse la même chose. Qu'à un moment donné, qu'on comprenne qu'on donne trop de liberté, on donne trop de moyens, on sympathise trop avec ces gens-là. Et puis, la personne qui a donné sa vie, elle n'a pas la deuxième chance. Puis là, on est tellement habitués là, avec ces genres de crimes-là. On dirait qu'on les met dans une catégorie à part. Ah, c'est normal. Ah, elle doit avoir couru après. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Pierre. Claude, vous venez d'entendre Mme Roy, vous lui avez déjà parlé. Vous êtes d'accord avec sa démarche, mais ce qu'elle demande, c'est extrêmement difficile. Il faut changer des lois, il faut faire des exceptions dans le code criminel et pour la DPJ aussi, éventuellement. Définitivement. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec Mme Vicky Roy il y a quelque temps. Elle m'a dit, je vais mettre une pétition parce qu'il y a 3 points dans la pétition très importants. D'abord, elle voudrait que le père de cet enfant-là ne puisse pas voir son enfant à l'intérieur des murs parce qu'on sait que ce drame-là, ça a coûté la vie à sa propre fille. Donc, ça, c'est un des points. C'est sûr, ce ne sera pas facile parce que lui, il va se servir de la Charte canadienne, de la Charte québécoise et comment le DPJ peut intervenir dans un tel dossier. Alors, ça, c'est un des points. Moi, je pense que la bataille pourrait être passablement longue. L'autre point important, c'est qu'elle, la dame, dit, au lieu d'avoir des peines de 10 ans, on devrait peut-être monter ça à 15 ans ou à 12 ans parce qu'on sait qu'il a été trouvé coupable de meurtre au second degré. Mais moi, ce que je pense qu'elle a raison sur un point, c'est que souvent, Pierre, il y a des familles qui sont touchées par des drames épouvantables. Et un jour, un avocat de la défense contacte son client. Là, il explique que la preuve est très forte. Puis à un moment donné, l'avocat de la défense s'en va voir le procureur de la Couronne. Il y a des ententes qui se font, là. C'est ça. Moi, ce que j'appelle la couchette entre la Couronne et la défense. Et un jour, la famille apprend, via les médias d'information, combien de fois je reçois des commentaires dans mes boîtes vocales à l'effet qu'ils ont appris en m'écoutant le soir, entre autres, à TVA, où un reportage a été fait, que l'individu en question a été trouvé coupable. Mais Claude, est-ce que la justice pourrait consulter la famille? On l'a recommandé, mon cher Pierre, dans un dossier, lorsque j'ai fait partie du groupe du juge, le feu juge Guy Guérin. On s'était penché là-dessus, puis on disait, avant qu'il y ait un plea bargaining, il faudrait peut-être que la Couronne
appelle les proches de la victime pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Je sais, parce qu'il faut faire attention, ça se fait dans certains dossiers. Il y a des procureurs de la couronne, hommes et femmes, qui sont consciencieux, appellent les proches pour dire, écoutez, voici l'accusé veut se reconnaître coupable. Ça va vous éviter d'entendre un paquet de choses pendant des mois en cours. Est-ce que vous acceptez ça? Ça, c'est peut-être pas méchant, puis des fois, on empêche des gens de venir témoigner. Mais on devrait penser avant tout, pas à la victime, parce qu'elle y est plus, mais aux proches de la victime, parce que c'est un calvaire que ces gens-là vivent, Pierre. D'autant plus que dans ce cas-ci, entre autres, il avait vraiment prémédité son geste, mais finalement, il se retrouve en prison pour bien moins longtemps. Oui, parce que ça avait été un meurtre au premier degré, c'était 25 ans plein. Exact. Merci, Claude. Au revoir. Bon week-end. Allons maintenant du côté de Longueuil. L'enquête sur le meurtre d'un jeune homme de 21 ans attaqué en pleine rue juste avant les fêtes avance à pas de tortue. Et Jean-François Guérin, la police lance un appel au public. On a besoin d'aide pour avoir de l'information un peu. Oui, et on a pris les grands moyens, Pierre, la nuit dernière, puisque les policiers de Longueuil se sont installés à l'intersection Mance et Georges, dans l'arrondissement Saint-Hubert. C'est l'endroit exact où avait été retrouvé le 19 décembre dernier Simon Lafrance, âgé de 21 ans. On l'avait retrouvé à côté de son véhicule gisant au sol. Il était inconscient et a succombé quelques heures plus tard à ses blessures. À ses côtés, il y avait un bâton télescopique semblable à celui qu'utilisent les policiers. Peu de témoins dans cette histoire-là, peu d'informations de la part des policiers. Vous voyez qu'on avait replacé son véhicule à l'endroit où ça s'était passé. Et on s'était placé là, Pierre, pour tenter de rencontrer des gens qui, il y a 3 semaines, à 4 heures du matin ou à peu près, ont passé au même endroit et pourraient avoir observé quelque chose pour tenter de faire avancer l'enquête. On voit la scène au matin du 19 décembre dernier. On a classé l'affaire, en fait, on s'oriente du côté des policiers de Longueuil sur une histoire de rage au volant, mais on n'en a pas beaucoup plus. On pense qu'il pourrait s'être passé quelque chose entre Simon Lafrance et son agresseur au coin de ces rues-là, que l'agresseur l'aurait battu avant de prendre la fuite, mais on cherche désespérément de l'information qu'on a tenté d'avoir cette nuit et qu'on demande à la population de transmettre aux policiers de Longueuil. Nous, Pierre, aujourd'hui, on a rencontré le père de Simon Lafrance et son patron, 2 hommes qui espèrent plus que tout autre connaître un jour la vérité. Je vous les fais entendre. Pourquoi aller si loin? C'était pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Non, il a gâché sa vie puis celle de mon gars. Non, c'est beaucoup trop loin pour rien. Pour un stop. Moi, j'ai 4 enfants, puis je le considérais comme un 5e pour moi, tu sais. Il était à l'âge de ma plus vieille fille, tu sais, fait que... Mais c'est une perte énorme. Alors, les policiers de Longueuil disent que l'enquête avance et ont sûrement, même si on ne nous l'a pas confirmé au cours de la nuit, obtenu des nouvelles informations. Il y a sûrement des gens qui ont en main des informations précieuses qui pourraient permettre aux policiers de procéder à une arrestation dans ce dossier. On espère que cette reconstitution pourra aider. Merci, Jean-François. Au revoir. Une vague de froid comme celle qu'on vit présentement, c'est toujours une source d'inquiétude chez Hydro-Québec. On va joindre dans un moment un porte-parole d'Hydro, mais juste avant, je vais vous montrer un tableau de la consommation ce matin d'électricité. 34 880 mégawatts a été enregistré ce matin. C'est 100 mégawatts de moins que le record de consommation. Vous voyez, à 7h30, c'est l'heure où on se prépare, on prend le déjeuner. C'est l'heure de la douche aussi avant de s'en venir au bureau. Donc, consommation assez importante ce matin. Mais quand même, les Québécois, semble-t-il, ont bien entendu le message d'Hydro-Québec hier qui demandait de retarder la consommation, l'utilisation de certains appareils électriques. Je joins Marc-Brian Chamberlain, qui est porte-parole d'Hydro-Québec. Bonsoir, M. Chamberlain. Bonsoir, M. Jobin. Alors, près d'un record, 100 mégawatts de moins que le record. Il vous restait quoi comme marge de sécurité chez Hydro? La marge est encore là. Il faut dire que le problème qu'on a vécu ce matin, c'est qu'on avait une ligne qui est un peu plus fragile qu'à l'habitude. Donc, on n'a pas voulu prendre de chance. On a prévu l'imprévisible, si on peut dire. Bon. Et ça peut peut-être nous inquiéter un peu, cette ligne plus fragile que d'habitude, due au temps doux, à la pluie qu'on a connue. Il y a eu du verglas sur les lignes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, d'une chose importante, elle fonctionne actuellement. C'est juste qu'il faut finir les réparations. Ce qu'on a eu comme problème, c'est qu'avec les très forts vents qu'on a connus dans les derniers jours, avec le petit verglas qu'on a eu aussi, eh bien, on a eu un défaut sur une ligne et la ligne est tombée. Alors, il a fallu la reposer et il reste à terminer la réparation. Bon, ce matin, vous avez demandé aux gens d'économiser. Ça a bien fonctionné? Ça a très, très bien fonctionné. On tient à remercier les gens. Écoutez, on a obtenu une pointe inférieure d'environ 1000 mégawatts à ce qui était prévu. Bon, on a des petites images de votre logo sur le siège social à Montréal qui est toujours allumé alors qu'on l'a déjà vu à d'autres moments éteint. Ce ne serait pas un exemple à donner, même d'éteindre votre logo pour donner des idées aux Québécois?
On a fait plus que ça, disons. Oui. On s'est concentré sur ce qui était vraiment efficace. Alors, on a abaissé la température dans nos locaux, on a abaissé aussi l'éclairage. On est allé chercher quelques mégawatts juste avec ça dans l'ensemble des bâtiments d'Hydro-Québec. Cependant, comme il n'y a pas de crise actuellement, c'est pour ça qu'on n'a pas jugé bon là, de créer un sentiment de panique quand même. Mais quand même, de donner l'exemple, comme, je ne sais pas si les images sont prêtes, de l'Hôtel de Ville de Montréal, où là, les décorations de Noël sont déjà éteintes. Et en plus, il y a un éclairage extérieur qu'on n'a pas allumé, donc ne serait-ce que pour aider les gens, c'est ce qu'on a décidé de faire du côté de l'Hôtel de Ville de Montréal. Est-ce qu'on vend moins d'électricité aux Américains, aux alumineries, à ce moment-là, où ça fonctionne comme d'habitude? On vend moins d'électricité aux Américains. Pour être plus juste, ce matin, on importait 1000 mégawatts des États-Unis et des autres voisins. Et les grands consommateurs d'électricité ont aussi mis l'épaule à la roue. Alors, les grandes entreprises ont réduit leur consommation. Un mot en terminant. Là, ce soir, demain, on fait comme d'habitude. Il n'y a plus de restrictions. Là, ça va mieux. On fait comme d'habitude. Ce soir, c'est moins élevé comme pointe. Et la fin de semaine aussi, ça va baisser tranquillement. Merci beaucoup, M. Chamberlain. C'est la moindre des choses. Au revoir.